Doc. Tell me you built a time machine? Bonjour à tous, je suis sincèrement heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Nienko TV. Nous sommes revenus la semaine dernière sur le premier Retour vers le futur, premier chapitre d'une trilogie absolument culte pour énormément de gens. Et aujourd'hui, je vous propose de consacrer les 20 prochaines minutes à Retour vers le futur 2, une suite qui a longtemps été ma préférée des trois. Nous allons voir ensemble pourquoi un deuxième film, qu'est-ce qui s'est passé entre le 1 et le 2, quelles ont été les difficultés ou non à réunir tout le monde une nouvelle fois. Je vous proposerai, comme d'habitude, ma critique personnelle du film. Est-ce que le 2 est aussi bien que le 1 ou pas? Et je vous avais promis de répondre à une petite question que je m'étais posée à moi-même et que je vous avais posée à vous, à savoir, puisque Marty est parti de 85 pour arriver à 55 et qu'il en repart, est-ce que le Doc qu'il a connu se souvient de lui durant 30 ans et va vraiment attendre durant 30 ans de retrouver un Marty que finalement il connaissait avant? Donc est-ce que du coup Doc a fait semblant? Est-ce que le Doc 1 qui s'est fait descendre par les Libyens s'est fait remplacer par un deuxième Doc? Ou est-ce que le Doc qui s'est fait descendre avait déjà son gilet pare-balles avant que le film ne commence? Je vous donne la réponse en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout. Je vous propose donc qu'on recommence, on va faire un petit voyage dans le temps tous ensemble. Replongeons-nous en 1985, juste après la sortie du premier film. C'est parti! Après un succès à la fois critique et surtout public, et près de 380 millions de dollars récoltés à travers le monde, le public et surtout le studio Universal ont rapidement demandé une suite. Pourtant, le réalisateur Robert Zemeckis n'aime pas le principe des suites, principe qu'il juge feignant, se basant sur des acquis, et précisant qu'il n'avait pas tourné cette fin dans le but de suggérer une suite immédiate, mais plus pour faire une scène humoristique et faire une fin optimiste, mais non ouverte, une blague en quelque sorte. Car quand on y réfléchit, la fin de Retour vers le futur 2 est un paradoxe. Car imaginez que Doc emmène Marty et Jennifer dans le futur pour sauver ses enfants. Si on y pense, instantanément, ça veut dire que Marty et Jennifer n'existeront plus. Parce que comment est-ce qu'ils peuvent faire pour être adultes en 2015 si tu les enlèves du présent? Si tu les enlèves du présent, ils ne se marient pas, ils ne font pas d'enfants. Du coup, le simple voyage temporel vers le futur détruit le continuum espace-temps, ou en tout cas supprime Marty et Jennifer. Great Scott! You're right! If you come to the future with me, nobody will stay here and get married and have kids that actually need help in the year 2015. Okay, never mind. You stay here. I'll take care of it. Alors que retourner dans le passé et voir quelque chose qui a déjà été vécu, c'est plausible, mais aller dans son propre futur, c'est menacer son propre futur. C'est donc pour ça que la fin du 1 a été fait plutôt comme une blague, plutôt que comme un appel à une suite. Et pourtant, quand tu vois les trois films à côté, t'as l'impression que tout était prévu au départ. Pas du tout. Sous pression d'Universal, et émettant l'idée que si Bob Gale et Zemeckis ne le faisaient pas, quelqu'un le ferait à leur place, et pas forcément aussi bien, ils se décident donc alors de faire le film à une seule condition, que Christopher Lloyd et Michael J. Fox le fassent aussi. De leur côté, Michael J. Fox et Christopher Lloyd, très redevables au succès du premier film, le feront volontiers si Bob Gale et Zemeckis le font également. En somme, tout va bien. Une fois le projet validé, il s'agissait de valider également le retour des autres personnages centraux et emblématiques du premier film, à savoir les acteurs Lea Thompson, Thomas F. Wilson et Crispin Glover. Les deux premiers accepteront, sous couvert que Bob Gale soit à nouveau à l'écriture et que Zemeckis soit à nouveau à la réalisation. Quant à Claudia Wells qui jouait Jennifer, elle ne pourra pas reprendre son rôle suite à des problèmes familiaux et d'en quitter le cinéma pour soigner sa mère malade. En revanche, en ce qui concerne Crispin Glover, un problème de taille s'impose. Crispin Glover, j'en avais parlé brièvement dans la première vidéo, mais il est très lunaire sur un tournage, il est très imprévisible, il est presque ingérable. Et il a pas aimé forcément Retour vers le futur en tant que film, surtout pas la fin, où il trouve indécent, il trouve vraiment maladroit, que la réussite amène forcément de l'argent et que l'argent amène forcément le bonheur. Et on a un système économique qui permet le vol, qui permet le détournement, qui permet à des rapaces d'engranger du pognon. Et la crise du monde capitaliste aujourd'hui, c'est ça que ça permet. Il aime pas du tout cette version de George McFly, habillé comme un golfeur du dimanche avec ses lunettes de soleil et sa coupe de beau gosse. Il trouve que c'est une morale très matérialiste. Un concours de celui qui a les plus grosses bagnoles et qui a les moyens d'acheter plein de choses et des jolis meubles. Fier de dénoncer cette société capitaliste qui est pourrie par l'argent. Paradoxalement, il va accepter de faire le deuxième film seulement si on lui donne 1 million de dollars. Je suis venu vous demander une augmentation. Je vous demandais une chose. Vous vous foutez de moi, là? Alors forcément, ça va coincer chez Universal,
Sortez d'ici, vous. Qui va préférer se passer de ses services, mais pour quelqu'un qui dit que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, demander 1 million de dollars alors que tu avais gagné moins de 100 000 dollars pour le premier film, c'est un paradoxe. C'est ce qui explique la mort du personnage dans la majeure partie du film de Retour vers le futur 2. Cependant, Christopher Lloyd et Robert Zemeckis étaient pris par le tournage de Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1988, et Bob Gale s'attaque alors au scénario en solo, portant comme un fardeau cette idée de voyage dans le futur. Car Zemeckis n'aimait ni les suites, ni les films futuristes, qui amènent forcément avec le recul des erreurs de prévisionnel. Alors quand je dis prévisionnel, il savait pertinemment qu'il n'y aurait pas de voiture volante en 2015, mais comme t'avais montré une voiture volante pour faire une blague à la fin du premier, tu es obligé de maintenir cette voiture volante que quelque part ils ont regretté. Ils ont regretté la voiture volante et ils ont regretté d'aller au futur, même si ça ne dure pas très longtemps dans le film. Mais ça ne les intéressait pas de montrer un futur forcément pessimiste, façon la planète des singes où quoi qu'il arrive la technologie elle est forcément amenée à la destruction de l'humanité. Là ils voulaient que la technologie soit vraiment bienfaisante et que ce soit les hommes qui l'utilisent mal. Donc du coup, même s'ils n'avaient pas envie de le faire, ça va amener une espèce de délire créatif. Une espèce de no limite de qu'est-ce qu'on pourrait voir dans le futur, tant au niveau du look que de la technologie, parce que le look dans le film, ses couleurs flashy et ses combinaisons en cuir moulante, c'est très spécial. Mais du coup, ils ont vraiment lâché les chevaux pour vraiment déconner sur cette partie-là. Et ce Retour vers le futur 2, ça a eu un impact culturel énorme sur ma génération, sur tous ceux qui ont grandi dans les années 90 et qui ont attendu 2015 comme l'année où on pourrait vérifier ce qui était vrai de ce qui ne l'était pas. Alors plus on s'en rapprochait, plus on se disait que les voitures volantes, on ne les verrait pas. Mais du coup, il y a eu deux phénomènes à observer. Qu'est-ce qui n'a pas existé et qu'est-ce qui a plutôt été bien vu, comme les maisons connectées, les téléphones portables, même s'ils ont plutôt des casques où ils lisent leurs messages en direct, mais ils lisent des textos. Les bornes de commande automatiques dans la restauration, on commande plus à des humains mais à des machines. Le paiement sans contact, quand Biff paye le taxi avec son doigt. Les visioconférences. Et il y a les choses qu'on a voulu rendre possibles parce qu'on a été influencé par le film. Je me rappelle que Pizza Hut en 2015 avait fait la pizza du futur, exactement la même, c'était un génial coup de pub, ou les chaussures auto-lassantes qui ont vraiment été créées en hommage au film, il n'y en avait qu'une centaine qui ont été faites à travers le monde et ça devait coûter une fortune, mais il y avait une volonté de, puisqu'ils l'ont fait, on va le faire, y compris l'overboard, qui existe d'une certaine manière, même si c'est pas vraiment comparable à ce qui se passe dans le film, et qu'est-ce qu'on a inventé nous-mêmes pour être raccord à un film ? Je trouve ça génial et il n'y a pas d'autre mot. Bob Gale décide alors de couper le film en 4 parties distinctes dans un projet appelé Paradox, qui parlera du futur de 2015, d'une réalité alternative en 1985, d'un retour dans le passé en 1967, date à laquelle Marty étant dans un mouvement hippie et George professeur à l'université, et une conclusion dans le Far West. Mais après consultation avec Robert Zemeckis, ce dernier n'était pas fan de l'idée d'instaurer une deuxième nouvelle époque dans les années 60, mais était plus particulièrement intéressé à l'idée de retourner une nouvelle fois en 1955 et de filmer les événements du premier film d'un autre point de vue, un fait beaucoup plus atypique au cinéma, d'où le projet du film qui s'appelait Paradox. Mais restait un problème majeur, le scénario dantesque imposait un budget de plus de 60 millions de dollars, ce qui était beaucoup en 1989, et près de 4 heures de pellicule. Et l'idée d'un film coupé en deux, plutôt que de charcuter la dernière partie dans le Far West pour faire rentrer le film en 2h30, s'imposera, avec pour condition de tourner les deux films en même temps, afin de minimiser les coûts de production, le budget passant ainsi de 60 millions à 35 millions par film. Et maintenant que le scénario était prêt et que le casting était validé, sans Crispin Glover, le tournage peut commencer. Entre-temps, Rick Carter, engagé pour la création des décors des 3 époques, s'attelle à la construction du futur, ce qui avait demandé 2 ans de préparation. Je l'avais dit tout à l'heure, mais le futur voulait être positif pour une fois, pas une vision pessimiste de notre avenir. Paradoxalement, je ne peux pas m'empêcher de trouver ce futur déprimant, particulièrement désincarné, où je me sens clairement pas à ma place, et c'est assez bien fait d'ailleurs parce que Martin ne l'est pas non plus. Bon, il y a la scène de l'overboard qui est cool, on a tous voulu un overboard après la sortie du film, mais le café 80 automatisé, et bonjour Elijah Wood pour son premier rôle au passage. La maison complètement automatisée où tout le monde est sur son portable au lieu de se parler directement. Bizarrement, ça me rappelle un peu aujourd'hui. Mais j'en voulais pas de cette époque-là et j'en veux toujours pas aujourd'hui. Et c'est assez rare de tourner un film quasiment dans l'ordre, pas forcément scène par scène, mais on va dire morceau de film par morceau de film, parce qu'on passe pas plus d'une demi-heure par époque. À chaque fois, tu devais installer les décors, les retirer et mettre le suivant. On faisait quelque chose d'à peu près chronologique, alors qu'un film habituellement peut être tourné complètement dans le désordre. Ça demandait une logistique absolument énorme d'un point de vue structure, d'un point de vue décor, mais aussi d'un point de vue technique. Parce que la particularité de ce Retour vers le futur numéro 2, c'est que tu as une multiplication de tous les personnages en différentes versions d'eux-mêmes. Rien que Biff connaît 5 versions de son propre rôle.
entre le Biff de 85 que l'on connaît, son Biff alternatif façon Donald Trump en 85 alternatif, le Griff du futur, le Biff du futur et le Biff de 55. À chaque fois, sauf dans les années 50, tu étais obligé de te maquiller pendant 4 heures. Et surtout Marty, qui va jouer dans le futur son propre rôle de Marty McFly. Le Marty McFly du futur, son propre fils qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, et il joue même le rôle de sa propre fille. Et parfois sur le même plan. Ce qui va quand même poser un certain problème, le numérique n'existant pas à l'époque. C'était donc un tournage super compliqué, super éprouvant, parce que Michael J. Fox faisait toujours ses allers-retours entre sa série et le film. Il a fallu se retrousser les manches pour que la scène de l'overboard soit crédible. D'ailleurs, ça a amené un certain accident, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au moment où la troupe de Biff est éjectée de leur overboard et va s'écraser dans la mairie, il y en a une qui s'écrase sur un pylône, et qui est vraiment tombé de 6 mètres de haut et qui est resté plus ou moins à l'hôpital. Donc tournage dangereux, prouesse technique de montrer plusieurs Marty McFly, plusieurs Doc ou plusieurs Biff ou plusieurs Lorraine à l'écran en même temps, et sans compter 1955 où il a fallu reconstituer le bal de la féerie d'Ensemble des Sirènes, avec les mêmes costumes à nouveau, avec le même groupe musical qui joue la même chanson, avec Michael J. Fox qui doit refaire le show sur scène, et il s'est malheureusement rendu compte que 4 ans après, il n'arrivait plus à reproduire la même énergie, les mêmes mouvements, la même dynamique, et c'était sans doute les symptômes de sa maladie qui commençaient déjà à arriver malheureusement pour lui. Et le film sera un nouveau succès, 330 millions au box-office mondial, certes 50 millions de moins que le premier film, et le public a quand même été moins enjoué, moins globalement emballé par rapport au premier pour une raison très simple, c'est qu'il n'imaginait pas que Retour vers le futur 2 n'était pas la fin. Ils ont été très frustrés, tous autant qu'ils étaient, de se dire qu'il fallait revenir dans 6 mois pour voir un nouveau film qui conclura la trilogie. Personne ne le savait à l'époque. Et le public s'est senti arnaqué alors qu'ils étaient à fond dedans, parce que le film pour moi est aussi bon. Mais ce n'est pas un film à part entière, c'est un film en 2 parties. Et ça doit être particulier de ne pas le savoir au moment où tu débutes la séance à l'époque. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec ma critique personnelle de ce deuxième film. On y va! Retour vers le futur 2, pendant longtemps, c'était vraiment mon préféré des 3. Parce qu'il est ultra généreux, il est ultra chargé, il est ultra dynamique, on passe d'un voyage dans le temps à un autre, à un autre, à un autre, avec une fluidité exceptionnelle. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, plutôt quelqu'un qui, on va dire, a un œil un peu plus exigeant sur un film, il y a 2 façons de voir les choses. Retour vers le futur 2, c'est forcément moins cohérent que Retour vers le futur 1. Parce que Retour vers le futur 1 se suffit à lui-même, a été une surprise, a été une claque. Le deuxième est la suite d'un film qui a mis une claque. Et pour moi, le deuxième met une claque également, mais vu que le film n'est qu'une première partie d'un film, et quelque part, le 2 et le 3, si tu les colles ensemble dans un film de 4 heures, on peut considérer que c'est un seul film, comme Harry Potter et les reliques de la mort, quelque part. Et Retour vers le futur 2 est beaucoup plus panaché. On passe d'un futur complètement déconnant à un film très noir et très dur dans les années 85 alternatives, et dans une autre séquence dans les années 50 qui est sans doute la meilleure du film, où tu revois, mais pas de façon feignante, les événements du premier film avec un stress bonus, puisque cette fois-ci, Marty a une nouvelle mission, sauver le monde, ou au moins sauver la ville, d'un futur apocalyptique, sans être vu ni par ses parents, ni par lui-même. Et je trouve ça, encore une fois, génial. Il n'y a pas d'autre mot que génial pour décrire toutes les scènes où Marty doit récupérer l'almanach sans jamais y arriver, mais quand il y arrive, c'est pas le bon. Puis après, il le reprend, puis après, on lui reprend. Je vous parlais de l'intensité du premier film. On a une intensité au moins aussi forte que dans le premier, voire décuplée, et on se dit encore une fois à chaque moment que ni Doc ni Marty n'y arriveront, parce qu'à chaque fois, il y a un nouvel obstacle qui se met sur leur route. Et je trouve que le meilleur obstacle et la meilleure idée, c'est quand le trio qui suit Marty jusqu'à la salle où il y a le bal se trouve de Marty parce que le vrai Marty se cache et qui vont essayer de s'en prendre à la version qui est sur scène. Autant la scène du concert était pour moi une des scènes les plus géniales que j'ai jamais vues dans tous les films, autant la revisiter avec un stress en plus fait que cette scène, elle est encore... Ouh, elle est là, quoi. D'un autre point de vue, ce film est trop chargé pour un seul film, d'où un côté qu'on peut estimer déséquilibré, là où le premier coulait de source.
le 2 va en faire beaucoup plus pour arriver au mieux au même résultat. C'est pour ça que beaucoup disent que le premier est le meilleur. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec l'idée, encore une fois, de comparer les 3 films les uns par rapport aux autres, mais les considérer plutôt comme un tout cohérent. Parce que Retour vers le futur 2 te chahute, te bouscule, te montre un futur noir qui fait flipper et un stress constant dont tu n'es pas soulagé parce que le film ne se termine pas. Mais quand tu regardes le 3e, qui est plus poétique, qui est plus calme, qui est différent, parce que le 2e a été très loin dans une direction, et que le 3e va aller très loin dans une autre direction. Et c'est en regardant les 2 ou les 3, les uns à la suite des autres, qu'on se rend compte qu'ils sont complémentaires. Comme la trilogie Alien, Alien 1 est excellent, est un film parfait. Aliens le retour, Alien 3 ne sont pas des films parfaits, mais ils le sont si on les compare par rapport à celui d'avant ou celui d'après. Si Alien 3 est excellent, c'est parce qu'Aliens le retour avait cassé les codes du premier. Mais si le 3 était après le 2 et que le 2 n'était pas passé par là, Alien 3 n'aurait pas été aussi bon. Quand c'est bien fait, les éléments d'une trilogie ou d'une quadrilogie peuvent s'enrichir les uns les autres. Et c'est ça qui est époustouflant avec cette trilogie, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, quand tu la regardes, t'as l'impression que tout était écrit à l'avance. On ne se rend pas compte aujourd'hui, si on ne le sait pas, qu'il y avait un film et qu'il y en a eu 2 autres qui en forment un qui s'est raccroché à ce film-là. Tu ne le ressens jamais. Et ça, c'est incroyable et je suis très admiratif de ce travail. Personne ne me traite de mort. Donc si tu raisonnes comme ça, pour moi je me dis que Retour vers le futur 2, il a au moins autant de scènes marquantes que le premier, voire plus. Chaque séquence est culte. L'arrivée dans le futur, les dents de la mer numéro 19, la poursuite en overboard, la séquence chez les McFly dans le futur, l'arrivée en 85, le duel avec Biff sur le toit de l'immeuble. 2 McFly avec le même flingue. Cette phrase, elle est glaçante. La séquence dans le bureau de Strickland où Marty essaie de récupérer l'almanach. Cette séquence, elle est super bien montée et travaillée et tu es absolument à fond dedans, pourtant il ne se passe pas grand chose. La réalisation, l'écriture, le montage sont tellement parfaits qu'une simple séquence dans le bureau du directeur, tu te bouffes le poing, j'aurais tellement voulu voir ça au cinéma. La séquence dans le tunnel avec Biff à la fin est palpitante également, le même tunnel que dans Roger Rabbit au passage. Une fois que tu dis tout ça, tu te dis que le film il a pris énormément de risques, qu'il a joué absolument la carte de la suite idéale, à savoir refaire beaucoup de choses similaires au premier, mais pas tout à fait pareilles. C'est exactement comme ça que je conçois les suites. On en a parlé dans les Terminator la dernière fois. La surenchère dans le 2e, l'apaisement dans le 3e, et la perfection pour le premier. Et du coup, pour finir cette vidéo, je vous avais promis de revenir sur une théorie que j'avais fait la dernière fois, ce qui mérite une espèce d'introduction. Il y a une scène coupée du 2e film, de Retour vers le futur 2, où on voit Biff, le Biff du futur, mourir. Alors que dans la version cinéma, on le voit souffrir et disparaître du champ, et on ne sait pas vraiment ce qui lui arrive. Dans la scène coupée, on voit que le Marty du futur disparaît une fois qu'il est revenu en 2015. Pourquoi il disparaît? Parce que ce Biff s'est fait descendre par Lorraine, qui finalement aura fini par tuer son mari. Donc amener l'almanach à lui-même en 55 va le condamner. Ce qui du coup explique comment fonctionne le voyage dans le temps de Retour vers le futur, même si on le sait déjà. Quand tu changes quelque chose dans le passé, ça a un effet immédiat. Les photos changent, les titres des articles changent en direct. Mais pourtant, je me suis posé la question la dernière fois, puisque Marty remonte dans les années 50, connaît Doc, une version plus jeune de Doc, et repart pour retrouver le Doc du futur, est-ce que le Doc du futur a connu Marty en 55 et a dû faire semblant pendant tout ce temps qu'il ne le connaissait pas pour ne pas changer le cours des choses? Ou est-ce que le Doc qui s'est fait descendre par les Libyens est vraiment mort et qu'il a été remplacé par le Doc du passé qui sait que Marty a fait le voyage, comme s'il y avait en fait 2 Docs? Un qui est mort vraiment et un qui s'est fait télécharger un gilet pare-balles instantanément. Ce qui est un petit peu tordu quand on y pense. Et donc moi j'avais soupçonné la semaine dernière que Doc était peut-être au courant, ça me paraissait plus logique, de ce qui allait se passer ce soir-là, et qu'il avait le gilet pare-balles dès le début. Mais non, parce que j'ai trouvé l'explication. L'explication, je vous la montre. Dans les années 50, dans la version où Marty est présent, Doc va casser une partie de la corniche sous l'horloge, en s'accrochant aux aiguilles. Et quand on repart en 85,
on voit que cette corniche n'a jamais été réparée. Il y a un trou, ce qui montre que le 1985 de la fin du premier film intègre les événements de 55. Mais quand on voit Marty et Jennifer devant l'horloge avant le premier voyage dans le temps, on voit que la corniche est intacte. Donc ça veut dire qu'entre le retour de Marty des années 50 aux années 80, instantanément, la corniche a disparu pour s'adapter à ce qui s'est passé dans le passé. Si la corniche avait déjà été cassée à ce moment-là, on aurait pu en déduire que Doc savait tout dès le début du film et qu'il ne pouvait rien dire, ce qui n'est pas le cas. Et ça me paraît du coup très compliqué et rien ne peut être complètement cohérent à 100% quand on parle de voyage dans le temps. Du coup, c'est étonnant de se dire que le Doc de 85 s'est vraiment fait descendre par les Libyens et qu'instantanément, puisque Marty a fait le voyage dans le temps, il est remplacé par une version de lui qui est au courant. C'est comme une sauvegarde que t'écrases avec des nouvelles données, et je trouve ça génial qu'en 2022, presque 40 ans après la sortie du premier film, j'en sois encore à me poser des questions, j'en suis encore à avoir des théories, ce qui montre que ce film résiste à l'épreuve du temps. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, mettez un commentaire, mettez un like, c'est important. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos proches. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, c'est le plus important. C'est ce qui permet à cette chaîne d'être de plus en plus recommandée sur YouTube. Je vous en remercie par avance. On se retrouve la semaine prochaine pour en finir avec la trilogie Retour vers le futur. Retour vers le futur 3. Celui considéré comme beaucoup comme étant le moins bon. On en parle donc la prochaine fois, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.